On aborde maintenant donc le troisième temps de notre réunion. C'est vous qui avez la parole. Nous avons une réunion sur l'égalité et je commence par dire qu'il y a une inégalité entre vous. Et j'en suis confus selon que vous êtes en bas ou en haut. Vous êtes tellement nombreux qu'on n'avait pas prévu que la salle du haut soit remplie et donc il n'y a pas de micro. Donc je vous prie vraiment de nous excuser, mais vous êtes déjà très nombreux. Donc je vous propose de poser on va prendre 3 questions, une à droite, une au centre, une à gauche. Et pour commencer, et s'il vous plaît, vous êtes très nombreux, je suis certain que vous avez beaucoup de questions à poser, soyez aussi concis qu'il est possible. Donc on commence pour une fois par la droite et on va aller vers la gauche. Donc on va procéder de manière originale, vous levez la main et les micros, voilà. Oui, bonjour à tous. Je vous ai bien suivi sur tout le débat européen. Jusqu'à quel point pensez-vous que la zone euro doit s'autonomiser par rapport à l'ensemble de l'Union européenne ? Est-ce que sur ce point, le débat qu'il va y avoir inévitablement lors du référendum britannique ne va pas obliger à refonder les choses et ne peut pas constituer une opportunité, une fenêtre de tir pour refonder les choses? Merci pour la question et pour sa brièveté. On va au centre. Voilà. J'avais une question par rapport à la restructuration de la dette. Vous en avez parlé, vous avez dit que c'était une hypothèse plausible pour essayer de régler le problème européen. Est-ce qu'une restructuration de la dette, telle qu'elle soit, ne remet pas en cause le fondement de notre économie aujourd'hui? Et vous avez dit que ça suscitera forcément des rivalités. Et est-ce qu'elle a vraiment un sens, cette restructuration, pardon? Merci. Merci encore une fois, vous donnez des excellents exemples de questions brèves. Sur la gauche, je crois que le micro, voilà. Bonjour, je suis étudiant de l'économie à la Sorbonne. Je suis curieux, quelle est votre opinion de la grande diminution du système de pension et retraite? Les États-Unis durée de 40 ans. Et quel est l'effet sur l'égalité et sur l'économie mondiale? Alors, première question, la zone euro doit-elle s'autonomiser? Oui. Et bon, enfin, moi, j'irais plus loin que ça. Je pense que les 4 plus grands pays de la zone euro, hein, donc la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, qui ensemble représentent plus de 75% de la population et du PIB de la zone euro. Donc, qui sont une très très large majorité, hein, avec environ un peu plus de 25% pour l'Allemagne, 26-27%, et environ 50% pour les 3 autres pays ensemble. Bon, ça fait plus de 75% si on met ces 4 pays ensemble. Je pense que ces 4 pays devraient prendre l'initiative de proposer un nouveau traité de la zone euro qui dote la zone euro d'institutions démocratiques, politiques propres, en harmonie évidemment avec les institutions de l'Europe à 28, mais qui permettent de faire face aux défis qu'on a à faire face dans la zone euro. Et ensuite, évidemment, tous les pays actuels de la zone euro sont appelés à rejoindre ce traité. Et tous les pays des 28, évidemment, sont appelés à rejoindre la zone euro et ce traité également, s'ils le souhaitent. Mais en attendant, ce traité pourrait rentrer en vigueur dès lors qu'un certain nombre de pays représentant un certain pourcentage de la population et du PIB de la zone euro l'ont ratifié, par exemple 75%. Et c'est d'ailleurs une règle similaire, pas exactement la même, avait été fixée lors du traité de 2012. Hein. Il faut quand même savoir que, à nouveau, on essaie de faire croire qu'on ne peut pas modifier les traités, mais en fait on le fait tout le temps. En 2012, le Royaume-Uni, la République tchèque n'ont pas voulu de nouveaux traités à 28. Très bien, ils sont restés en dehors. Ça a été un traité intergouvernemental, donc techniquement on n'a pas revu tous les traités européens, mais ça avait néanmoins force de loi et ça a permis de créer avec le mécanisme européen de stabilité, on a plus mis en commun en termes de centaines de milliards d'euros que tout ce qu'on avait fait dans les décennies précédentes. Donc ça, un traité intergouvernemental est parfaitement suffisant. Et en 2012, on avait décidé dès l'écriture de traité qu'il rentrera en vigueur sans attendre que tous les pays, y compris moins le Royaume-Uni, moins la République tchèque, le ratifient, dès lors qu'un certain pourcentage. Donc la vraie question, c'est est-ce que ces 4 pays
la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, et je regarde Massimo D'Alema, je pense que la France et l'Italie auraient dû depuis longtemps prendre une initiative en ce sens, et je pense qu'avec l'Espagne, avec l'Allemagne, s'il y a une initiative qui est prise en ce sens, le reste de la zone euro est tout à fait demandeuse et rentrera dans ce traité. Bon, à mon sens, ce traité doit permettre au sein de la zone euro non seulement d'avoir des institutions politiques propres, mais évidemment des politiques propres, à commencer par un impôt commun sur les sociétés, ou au moins sur les grandes sociétés. On ne peut pas continuer comme ça, dans cette situation de concurrence fiscale exacerbée en Europe. Au moment du scandale Luxembourg-Leaks, à l'automne 2014, où on s'est rendu compte que Jean-Claude Juncker, quand il était Premier ministre du Luxembourg, faisait des deals avec toutes les multinationales, leur permettant de payer 0 ou 1 ou 2% d'impôts au Luxembourg. Et Jean-Claude Juncker est venu sur tous les plateaux, dans tous les médias, disant « Ah, je suis vraiment désolé, il fallait que je trouve une stratégie de développement pour mon pays, et je me suis dit qu'on pourrait siphonner la base fiscale des voisins. » Bon, mais je veux dire, ça suffit pas de s'excuser dans une histoire comme ça. Et le problème, c'est pas d'ailleurs Jean-Claude Juncker, c'est que ce genre de situation, ça recommencera encore et toujours, tant que chaque pays aura la possibilité d'avoir ses propres règles sur l'impôt sur les sociétés. Donc une zone monétaire où vous avez 19 taux d'intérêt différents, même si on essaye de réduire un peu les écarts, mais aussi 19 impôts sur les sociétés différents en concurrence exacerbés les uns avec les autres, ça ne marche pas. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'on dit tout le temps, mais ça y est, on a réglé le problème, on a fait des accords à l'OCDE, ça c'est le monde d'hier, maintenant tout est réglé. C'est totalement faux. La concurrence fiscale européenne, on n'en a pas vu le bout. Et quand le Royaume-Uni dit « moi je vais baisser mon impôt sur les sociétés à 17%, c'est la première fois qu'un grand pays, jusqu'ici on avait l'Irlande à 12%, mais qu'un grand pays tombe à 17%, on n'avait jamais vu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait rien, on va tous se retrouver à 12% en Irlande, ou même 0%. Et quand on sera à 0%, on fera des subventions aux investissements, ce sera un taux négatif d'imposition pour les attirer, parce que c'est la logique implacable dans laquelle on est. Chaque gouvernement essaye de récupérer ça. Donc parmi les choses que la zone euro autonomisée devrait faire, c'est d'avoir cet impôt commun sur les sociétés. Si les quatre plus grands pays sont d'accord, ça se fera. Si le Luxembourg veut vraiment ne pas rentrer là-dedans, eh bien, il restera en dehors de cette zone euro intégrée. Il en subira les conséquences et je pense qu'il rentrera dans cette logique. Mais on ne peut pas attendre. C'est comme la lutte contre les paradis fiscaux. On ne peut pas se contenter de demander poliment aux paradis fiscaux d'arrêter d'être des paradis fiscaux. Ça ne marchera pas et il est temps de le réaliser. Je vais être beaucoup plus court sur la restructuration de la dette. Est-elle possible? Et je vais laisser Daniel répondre à ça et aux autres questions aussi. Je pense que oui, la restructuration de la dette, d'un point de vue économique et financier, elle est possible. Après, politiquement, oui, c'est un débat compliqué. Je crois que c'est ce débat politique dont se méfie beaucoup Daniel. Mais je pense qu'il est compliqué, mais qu'on doit l'avoir. On doit l'avoir d'abord parce que, comme je le disais, on va devoir de toute façon écrire des critères en commun, que ce soit sur les écarts de taux d'intérêt, mais on ne pourra pas trouver une réécriture de la dette grecque qui ne concerne pas le Portugal, les autres pays. On sera obligé de proche en proche de trouver des règles qui s'appliquent à tous les pays de la zone euro. Donc on n'échappera pas à ce débat sur une restructuration de la dette. Et on doit l'avoir aussi parce que je crois que là, l'amnésie historique, c'est toujours un problème, mais s'agissant de l'Europe, c'est particulièrement grave. L'Allemagne, et la France aussi, mais l'Allemagne en particulier, est le pays par excellence qui n'a jamais remboursé ses dettes au XXe siècle et qui, dans les années 50, a bénéficié d'énormes restructurations de dettes. Est-ce que ça a fait du mal à l'économie européenne dans les années 50-60? Évidemment non. C'est au contraire ça qui a permis d'investir dans la croissance, d'investir dans la suite. Donc c'est toujours compliqué, c'est plus facile quand il y a un peu plus d'inflation que quand on a une inflation nulle. Donc il faut regarder ça. Mais tout ce que nous apprend l'histoire, c'est que c'est parfaitement possible économiquement. C'est difficile politiquement, mais il faut se donner des institutions communes permettant de gérer ça. Vous savez, la solidarité entre territoires, entre nations, c'est jamais quelque chose de naturel. Enfin, il n'y a pas de solidarité naturelle entre les gens d'Île-de-France, les gens du Limousin, pas plus qu'entre les gens de Bavière et les gens de Bretagne et les gens de Grèce. C'est des institutions communes qui, à partir des égoïsmes naturels entre nations, entre régions, permettent de fabriquer de la décision démocratique et de la solidarité. Merci. Alors, on recommence à droite, au centre, à gauche. Alors,
Alors, en un mot, la réforme fiscale américaine des dernières décennies, je ne sais pas si ça inclut sur les réformes des fonds de pension, des retraites, mais ont sans aucun doute contribué à l'énorme accroissement des inégalités qu'on a observé aux États-Unis ces dernières années, et ont aussi contribué, je pense, à la fragilisation du système financier, au gonflement de la dette des ménages, qui finalement nous a en partie explique ce qui nous a mené à la crise de 2008. Bonsoir. J'ai une question qui s'adresse à Monsieur Cohen. Vous avez dit qu'il fallait apprécier la soutenabilité de la dette par rapport au taux d'intérêt d'un pays. Sauf que si la dette d'un État excède un certain montant, les marchés financiers vont juger la soutenabilité justement de la dette par rapport à ses fondamentaux. Donc si on dit que la dette ce n'est pas grave et que c'est pas important et qu'elle peut excéder des certains montants, les marchés financiers ne vont pas avoir confiance en cet État. Et donc, ça peut poser un problème en termes justement de taux d'intérêt qui peut excéder, qui peut dépasser... voilà. Ouais. Merci beaucoup pour cette question. Je crois que c'est un élément qui est très important parce que dans ce qui a été évoqué depuis tout à l'heure dans les décisions de 2011, 2012 et 2013, il n'y avait pas seulement les institutions européennes et les règles européennes qui jouaient, mais il y avait beaucoup l'idée que l'on se faisait des réactions des marchés. Au centre. Oui, bonjour. Donc ma question s'adresserait plutôt à Monsieur Piketty. Voilà, j'ai fait mes études d'économie avec un économiste qui s'appelle Bruno Amable. Et Bruno Amable parlait des complémentarités dans le capitalisme. Alors, ma question, il n'y a aucun sous-entendu derrière, mais demain vous êtes Premier ministre. Qu'est-ce que vous faites pour réduire les inégalités? Alors, Bruno Amable parlait de 5 institutions du capitalisme. Donc c'est l'éducation, la finance, le marché des biens et services, la protection sociale et la fiscalité, je crois. Et je pense que si on veut baisser les inégalités, il faut agir dans chaque institution. Donc, qu'est-ce que vous pourriez proposer pour réduire les inégalités? Donc, à gauche, avant que Thomas, Premier ministre, ne réponde. Bonsoir. D'abord, je voudrais remercier Thomas Piketty pour son livre. Pour moi, c'est une véritable révélation qu'on puisse divulguer de telles choses et faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe au niveau de l'économie en général. Maintenant, j'ai une question. Si j'ai bien compris votre livre, un des éléments, c'est que les 2 guerres mondiales ont permis la création des classes moyennes. C'est une notion que moi j'ai trouvée très intéressante, surtout vous en avez parlé. C'est finalement, on se rend compte que les gens, les hommes politiques, les élites n'ont pas comme priorité l'égalité, la classe moyenne. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une notion de guerre, par exemple, à mener contre le réchauffement climatique, se dire stop, on arrête tout ce qui se passe pour le moment, on arrête les voitures, on va faire une campagne très violente contre l'utilisation abusive du pétrole, et on va développer une nouvelle économie de manière brutale. Peut-être qu'on va prendre de l'argent où il y en a pour la redistribuer. L'autre chose, c'est la zone euro, l'euro. Est-ce qu'il est vraiment viable? Certaines personnes pensent que l'euro n'est pas viable puisque certaines économies, telles que l'économie allemande, en tirent profit pour réduire l'industrie en France, notamment dans les pays du Sud. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Allemagne, dont l'économie ne se porte pas très mal, pas aussi mal que les autres pays, ait un intérêt à infléchir sa politique dans le cadre d'une zone euro? Une dernière question. Non. Ah, désolé. J'aurais juste voulu savoir ce que vous pensiez des théories d'Emmanuel Todd, Frédéric Lordon. C'était tout. Bon, ça. Alors, Thomas et éventuellement Daniel. Oui, alors je ne vais pas pouvoir aller jusqu'à Todd et Lordon, parce qu'en plus, ils ne disent pas exactement la même chose surtout, donc là, ça va faire vraiment trop. Ce que je peux dire, 2 choses. D'abord, sur les guerres, il y a quand même d'autres façons de réduire les inégalités que les guerres. Voilà, je constate juste que historiquement au XXe siècle, les guerres ont
ont joué un rôle central dans l'acceptation par les élites, ou plutôt dans l'imposition aux élites, d'un certain nombre de réformes fiscales, sociales, qui effectivement étaient refusées jusqu'aux guerres. Mais maintenant, on peut faire mieux la prochaine fois, et on peut... moi, je suis plutôt de naturel optimiste, donc je ne dis pas que ce soit la seule solution. Au contraire, je pense qu'on peut tout à fait, en particulier en utilisant ces expériences historiques, par la délibération démocratique, trouver des bonnes solutions. La question sur qu'est-ce que vous faites quand vous êtes Premier ministre, alors d'abord, moi, ce n'est pas du tout mon objectif, quand même, il faut que je vous dise la vérité. Moi, je suis très content d'écrire des livres, je crois dans le pouvoir des idées, des livres, je pense que très souvent, les responsables politiques... se contentent de faire ce qu'ils pensent être l'opinion dominante à un moment et n'ont pas forcément une liberté, une marge de manœuvre très, très importante. Et je pense qu'essayer de contribuer à transformer l'opinion publique par la délibération publique, je pense que ça peut avoir plus d'influence à long terme que d'être Premier ministre. Mais bon, après, chacun peut avoir son vision. Après, sur ce qu'on doit faire... Bon, je ne vais pas vous refaire toute la conférence, justement, mais je suis tout à fait d'accord avec Bruno Amable et plein d'autres que c'est une multiplicité d'outils. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer la redistribution par la fiscalité à l'implication des salariés dans les conseils d'administration, l'égalité réelle d'accès à l'éducation par des politiques adaptées, la réforme du système de retraite, la régulation bancaire et financière. Je pense que tous ces outils doivent être mobilisés. On n'a pas à choisir. Donc en particulier, tout le débat qu'on a eu parfois en Royaume-Uni, puis en France, sur prédistribution, redistribution, très franchement, pour moi, c'est un peu rhétorique, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous ces outils, on n'a pas à les opposer les uns les autres, il faut les faire tous en même temps. Et parfois, ça a été un peu utilisé dans le contexte New Labour, on parle de prédistribution pour ne pas faire les redistributions dont on a également besoin. Donc je crois qu'il faut... On a une multiplicité d'outils, il faut tous les utiliser. Dernier élément, je n'ai pas complètement répondu, l'euro est-il viable ou pas? Moi, je pense qu'avec les institutions actuelles, là, le bilan est quand même très négatif. C'est-à-dire que les pays qui sont restés en dehors de la zone euro sont sortis plutôt un peu mieux. Alors, ils ont fait d'autres bêtises, et le Royaume-Uni est peut-être sur le point de faire une beaucoup plus grosse bêtise encore très vite. Mais ils s'en sont plutôt mieux sortis, quand même, globalement, que les pays de la zone euro. Donc, je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça éternellement. Sinon, si on se contente de dire aux gens, bon, maintenant vous êtes dans l'euro, c'est plus possible d'en sortir, je trouve que c'est quand même un argument qui est un peu faible et qui ne tiendra pas éternellement. Donc je pense qu'il est urgent de mettre sur la table, en France et dans les autres pays de la zone euro, une proposition de refonte démocratique des traités de la zone euro. Et si l'Allemagne disait non à une proposition comme ça, alors que je pense qu'effectivement les forces en faveur d'une sortie de l'euro deviendrait un jour irrésistible. Mais je ne pense pas que c'est ce qui se passerait. Je pense que si une proposition de cette nature était mise sur la table, un compromis serait trouvé entre les principaux pays de la zone euro, parce que dans le fond, tout le monde y a intérêt, y compris l'Allemagne, qui actuellement souffre du mauvais climat économique de la zone euro, d'abord pour ses exportations, mais aussi et surtout parce que la crise des réfugiés aujourd'hui en Europe est d'une certaine façon la conséquence de la crise sociale, financière. C'est-à-dire qu'au moment où on aurait dû être capable d'ouvrir nos frontières davantage, vu la situation géopolitique au Moyen-Orient, on les a fermées, on a divisé par 3 le flux migratoire entrant dans l'Union européenne, qui entre 2000 et 2010 était d'1 million par an, net des sorties, et jusqu'en 2007-2008, le chômage baissait, ça se passait à peu près bien, enfin, il y avait une intégration qui se faisait. Ce flux migratoire a été divisé par 3 entre 2010 et 2015, juste au moment où il y aurait eu besoin d'une ouverture. Donc l'Allemagne en souffre de tout ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc collectivement, on a tous intérêt à cette réforme positive de la zone euro. Merci Thomas. Daniel, sur la première question, la responsabilité respective des institutions européennes et des marchés. Oui, je dirais aussi un mot sur la troisième, sur la viabilité de la zone euro aujourd'hui. Oui, la question fondamentale, quand on parle de dette, c'est en effet celle que vous posez, c'est-à-dire quel est le moment à partir duquel les marchés cessent de faire confiance à un État et demandent soit des taux extravagants qui créent un effet boule de neige, soit carrément cessent de prêter. En général, quand ça se manifeste, c'est assez brutal. Les économistes parlent de sudden stop pour caractériser le moment où un pays perd l'accès au marché financier. Donc c'est cette situation auquel il faut réfléchir. Pourquoi est-ce que la zone euro est rentrée dans une zone de turbulence qui a fait qu'à un moment donné,
les États souverains, pas seulement la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la France aussi, à un moment donné, a vu ses taux d'intérêt augmenter, s'est trouvé tout d'un coup menacé par les marchés financiers d'un risque de crise. Et Gilles a raison de dire que dans les débats sur la raison pour laquelle il fallait mener une politique d'austérité, on a entendu cet argument selon lequel, sinon, la France serait dégradée et devrait payer beaucoup plus cher ses taux d'intérêt. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Alors que ça ne s'est pas passé comme ça, je disais, ni au Japon, ni aux États-Unis, ni en Angleterre, qui ont des taux de dette tout à fait comparables aux nôtres. La réponse, c'est Mario Draghi lui-même qui l'a donnée, parce que la Banque centrale européenne n'a pas joué le rôle traditionnel qu'elle joue dans tous les États du monde. Il disait en anglais de backstop, de cran d'arrêt. N'ayez pas peur, vous serez remboursé parce qu'en dernier recours, la Banque centrale sera là. Et c'est ça qui a tout d'un coup créé la panique. Mais si ce pays a des difficultés, qui va le refinancer si ça n'est pas la Banque centrale? Et on est rentré dans une spirale auto-réalisatrice que Draghi, d'un claquement de doigts, a interrompu le jour où il a dit « Vous me trouverez sur votre passage, le jour où vous voudrez remettre en question la zone euro, je ferai tout ce qu'il faut, et croyez-moi, ça sera suffisant, les taux d'intérêt se sont brutalement dégonflés. » Donc on est dans une situation comme celle-là, qui reste bancale, parce que Mario Draghi a pris ses initiatives, mais sur une base qui reste en réalité pas très sûre. Donc il y a besoin de beaucoup de clarification. Et ça m'amène à la question de l'euro, en un mot, parce que c'est lié à ça. Quand on réfléchit à ce qui ne marche pas, ce qui n'a pas marché dans la zone euro, il y a la question de la légitimité démocratique d'une commission qui n'avait pas les moyens d'agir. On en a parlé, c'est très important. Mais reprenons les choses. Premièrement, chaque fois qu'en Europe, on crée des institutions européennes, on ne lui donne jamais les moyens d'agir sur son domaine de compétences. La police des frontières, c'est un exemple. On a des frontières communes, on a Schengen, mais on ne constitue pas un corps européen chargé des frontières. C'est absurde. Soit on a des frontières communes, et à ce moment-là, il faut une police européenne, avec des ressources européennes pour la payer, soit il n'y en a pas. La Banque centrale européenne, on a créé une monnaie unique, formidable, mais on a eu peur de lui donner trop de pouvoir. Donc on a rajouté des clauses, notamment celle-là, qu'elle n'a pas le droit d'intervenir sur le marché de la dette souveraine, au risque que ça serait inflationniste. Dans aucun État du monde, la Banque centrale, même quand elle est indépendante, j'ai envie de dire surtout quand elle est indépendante, est privée des moyens d'agir. C'est à charge pour elle, en vertu de son mandat qui est d'éviter la hausse inflationniste, d'agir comme elle l'entend. Donc ça s'est payé très cher. Je pense que c'est au fondement de la crise de la zone euro. Si on avait simplement dit la Banque centrale doit lutter contre l'inflation, point barre, and does whatever it takes pour y agir, on n'aurait pas eu ce problème parce qu'elle aurait les moyens d'agir. Autre exemple, l'union bancaire. On a créé une union monétaire sans créer une union bancaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les États restaient responsables de la dette de leurs banques. Voilà un exemple classique qu'on a corrigé en cours de route et encore de manière très très fragile où on aurait dû aller au bout du raisonnement et doter l'Europe des moyens de gérer ses crises bancaires dès lors qu'elle a créé une crise monétaire. Ça nous ramène au débat qu'on avait tout à l'heure avec Thomas. Pourquoi cette hésitation? Pourquoi à chaque fois on s'arrête devant l'obstacle? Parce que l'Europe n'est pas une puissance légitime et donc on ne lui fait pas confiance. C'est ce mur qu'il faut franchir aujourd'hui pour pouvoir corriger tous ces vices de fabrication à la fois. Alors il restera des problèmes structurels importants. On parlait de l'Allemagne. L'Allemagne s'est réindustrialisée. L'Allemagne a absorbé les pays de l'ancienne Europe de l'Est, avec lequel elle fait maintenant beaucoup de commerce et qui lui donne une zone de sous-traitance qui lui permet de réduire les coûts, tout ça crée des déséquilibres auxquels il faut réfléchir. Donc l'histoire ne s'interrompra jamais, mais au moins reconnaissons l'Europe comme une puissance d'action légitime, dotée de moyens légitimes. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que, évidemment, l'impôt sur les sociétés serait un très bon point de départ et qu'à partir de là, elle puisse agir sur les domaines qui relèvent de son champ d'action. C'est à peu près aussi simple que ça.